Le jour de la rentrée scolaire, j'ai emmené mes enfants dans ma maison de campagne, et là, ma belle-mère et ma belle-sœur s'y amusaient déjà à cœur joie avec leurs propres enfants. Quoi, tu te ramènes avec tes morveux? Nous fêtons le début de l'année scolaire ici, et vous n'avez pas votre place. Fichez le camp, a hurlé ma belle-mère, avant de bousculer violemment mes enfants. Ces femmes inconscientes ne savaient pas à qui elles avaient affaire. En quelques minutes, j'ai transformé leur vie en un véritable cauchemar. Avant de commencer cette histoire, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci, et bonne écoute. Hélène n'aurait jamais pensé que la rentrée scolaire puisse se transformer en une journée qui bouleverserait toute sa vie. Ce matin-là, elle préparait ses enfants à la hâte, pour se rendre à leur maison de campagne. Elle prévoyait d'y passer un week-end festif, loin de l'agitation de la ville. Chloé, 7 ans, tournait devant le miroir dans sa nouvelle robe jaune, que sa maman avait achetée spécialement pour la rentrée. Quant à Arthur, 5 ans, il traînait derrière lui un énorme sac rempli de petites voitures, refusant catégoriquement de partir sans sa collection complète. Hélène travaillait comme architecte principale, au sein d'une prestigieuse entreprise de construction, et elle avait l'habitude de tout planifier dans les moindres détails. Sa résidence secondaire, située dans le petit village du Bois-Vert, était sa grande fierté. Il s'agissait d'un chalet moderne, bâti sur un terrain de 1000 mètres carrés, qu'elle avait elle-même conçu et financé avec ses propres économies, bien avant son mariage. Chaque recoin de cette demeure avait été pensé par ses soins, des baies vitrées panoramiques jusqu'au système de chauffage au sol. C'était son monde, sa forteresse personnelle, l'endroit où elle venait se ressourcer après de longues semaines de travail acharné. Le mari d'Hélène, Julien, avait promis de les rejoindre dans la soirée, juste après une importante réunion d'affaires. Il dirigeait le département logistique d'une grande chaîne de magasins, et il finissait souvent tard le travail. Hélène n'y voyait pas d'inconvénient. Elle adorait passer du temps seule avec ses enfants, particulièrement dans ce lieu qui comptait tant pour elle. Le trajet jusqu'à la maison dura 1h30. Les enfants bavardaient joyeusement sur la banquette arrière, discutant de la nouvelle année scolaire et de leurs projets pour le week-end. Hélène souriait en écoutant leur gazouillis, imaginant déjà une soirée paisible sur la terrasse, avec une bonne tasse de tisane. Elle ne se doutait absolument pas que ses plans idylliques allaient bientôt voler en éclats. En approchant de sa rue familière, Hélène remarqua une agitation inhabituelle. Devant sa maison, 3 voitures inconnues étaient garées. L'une d'elles, une vieille Peugeot rouge, lui semblait vaguement familière, mais elle n'arrivait pas à se rappeler où elle l'avait déjà vue. Des ballons multicolores étaient accrochés dans la cour, et une musique forte s'échappait des fenêtres ouvertes. Hélène fronça les sourcils, en garant sa voiture devant le portail. Elle était certaine de n'avoir invité personne. De plus, par simple politesse, les voisins se prévenaient toujours mutuellement en cas d'événement bruyant. Quelque chose ne tournait pas rond. En sortant de son véhicule, elle entendit des rires d'enfants et des voix d'adultes, provenant de l'autre côté de la clôture. Quelqu'un barbotait dans sa piscine. Hélène s'approcha du portillon, et découvrit une scène qui fit bondir son cœur. Sur son gazon, d'ordinaire parfaitement tondu, s'était installée toute une compagnie d'inconnus. Une femme d'âge mûr, vêtue d'une robe d'été orange vif, donnait des ordres près du barbecue, en retournant des brochettes. À côté d'elle, une jeune femme d'une trentaine d'années, en short court et débardeur, bronzait sur un transat. Ce transat, Hélène l'avait acheté l'année précédente, dans une jardinerie hors de prix. Dans la piscine, 3 enfants d'âge différents s'amusaient, tandis que plusieurs autres adultes étaient attablés sur la terrasse, des verres à la main. Tous se comportaient avec une aisance déconcertante, comme s'ils étaient chez eux. La femme au barbecue riait bruyamment à une plaisanterie. La jeune femme sur le transat feuilletait un magazine, et les enfants dans l'eau jouaient au water-polo avec un ballon gonflable, qui appartenait sans aucun doute à son petit Arthur. Hélène resta immobile pendant quelques secondes, essayant d'assimiler la situation. S'agissait-il d'une erreur? Ces inconnus s'étaient-ils trompés d'adresse? Mais non, ils s'étaient manifestement installés pour de bon. Leurs affaires étaient éparpillées aux 4 coins du jardin, des serviettes, des sacs, des jouets, et de la vaisselle en plastique. Elle poussa le portillon, qui, par chance,
n'était pas verrouillée. Hélène pénétra dans la cour, tenant fermement les mains de ses enfants. Devenus tout silencieux, ces derniers observaient ce groupe d'étrangers avec une grande perplexité. La première à la remarquer fut la jeune femme sur le transat. Elle leva les yeux de son magazine, dévisageant Hélène avec une curiosité non dissimulée, mais elle garda le silence. Ensuite, l'attention d'Hélène se porta sur la femme au barbecue. Quelque chose dans son attitude, dans sa voix forte, lui sembla familier. Hélène s'approcha davantage, et soudain, la femme se retourna. La reconnaissance fut mutuelle et instantanée. Il s'agissait de Véronique, la belle-mère d'Hélène, la mère de son mari Julien. C'était une femme avec qui elle n'avait jamais réussi à s'entendre, malgré toutes ses tentatives pour tisser des liens. Véronique parut stupéfaite en apercevant sa belle-fille. Son visage, détendu et satisfait une seconde plus tôt, se crispa immédiatement. Elle posa sa pince à viande sur le rebord du barbecue, puis s'essuya les mains avec un torchon, cherchant visiblement une parade. Hélène, elle aussi, gardait le silence, digérant ce qu'elle voyait. Sa belle-mère était là, dans sa maison de campagne, sans invitation, sans prévenir, accompagnée de toute une troupe de parfaits inconnus. Elle utilisait sa maison, sa piscine, son barbecue, comme si tout cela lui appartenait. Les enfants tirèrent Hélène par la main. « Maman, c'est qui ces messieurs et ces dames? Pourquoi ils sont dans notre piscine ?» Hélène leur caressa doucement la tête, sans quitter sa belle-mère des yeux. Elle sentait l'indignation bouillonner au plus profond d'elle-même, mais, pour l'instant, elle se maîtrisait. Il fallait éclaircir la situation, avec calme et rationalité. La jeune femme sur le transat s'est avérée être Céline, la petite sœur de Julien, que tout le monde dans la famille surnommait la cadette. Hélène la voyait très rarement. Sa belle-sœur travaillait comme vendeuse dans un centre commercial, et elle vivait avec sa mère dans un logement social très modeste, en banlieue. Elle avait 2 enfants nés de pères différents, qu'elle élevait seule, se plaignant constamment de ses problèmes d'argent et des injustices de la vie. En ce moment même, Céline était allongée sur un transat luxueux, portant un maillot de bain manifestement neuf, bien au-dessus de ses moyens habituels. Près d'elle, trônait une bouteille de champagne de marque, et la table était garnie de restes de mets raffinés. Véronique fut la première à rompre ce silence pesant. « Oh, Hélène chérie, nous ne t'attendions pas si tôt. » Sa voix sonnait faux, mais elle s'efforçait de maintenir une façade d'hospitalité. Hélène remarqua que sa belle-mère jetait des regards furtifs vers ses invités, comme pour évaluer leur réaction face à l'arrivée de la propriétaire des lieux. « Je ne comprends pas ce qui se passe ici, » déclara lentement Hélène. « Véronique, comment êtes-vous entrée? Et qui sont tous ces gens? » La belle-mère eut un petit rire nerveux. « Oh, nous fêtons simplement la rentrée scolaire. C'est la fête des enfants, après tout. Nous avons décidé d'en profiter au grand air, plutôt que de rester étouffés dans notre appartement. » Elle fit un geste vague en direction du groupe, qui suivait le déroulement des événements avec un grand intérêt. Hélène évalua rapidement la situation, il y avait environ 6 adultes, sans compter les enfants. Tous semblaient très détendus, prenant leurs aises, exactement comme s'ils étaient chez eux. « Mais comment êtes-vous entrés à l'intérieur ?» insista Hélène. « J'ai une alarme, et une serrure électronique. » Véronique hésita, passant d'un pied sur l'autre. Son assurance commençait à s'effriter. « Eh bien, pour tout te dire, c'est Julien qui nous a donné le code. Il a dit que tu n'y verrais aucun inconvénient. » C'était un mensonge éhonté, et Hélène le savait parfaitement. Premièrement, Julien ne l'appelait jamais « Hélène chérie » lorsqu'il parlait d'elle à sa mère. Deuxièmement, si elle avait réellement donné son accord pour organiser une fête chez elle, elle aurait exigé de connaître la liste des invités et les horaires de l'événement. Pendant ce temps, les enfants dans la piscine remarquèrent la présence de Chloé et d'Arthur. Ils commencèrent à leur faire de grands signes pour les inviter à les rejoindre. L'un des garçons, qui semblait avoir environ 8 ans, cria. « Eh, venez vous baigner avec nous. L'eau est géniale. » Hélène reconnut Maxime, le fils de Céline. Le deuxième enfant, une fillette d'environ 6 ans, était sa petite sœur, Pauline. Le troisième enfant, en revanche,
lui était totalement inconnu. Chloé tira doucement sur la main de sa mère. « Maman, on peut y aller, nous aussi ?» « Pas maintenant, ma puce », répondit doucement Hélène, tout en gardant un regard perçant braqué sur sa belle-mère. La situation devenait de plus en plus absurde. Ces gens ne s'étaient pas contentés de s'introduire sur son terrain. Ils y avaient organisé une véritable réception, s'appropriant ses biens, et agissant comme si cela leur était dû. Hélène sortit son téléphone pour appeler Julien, afin de comprendre ce qui se passait. Mais soudain, l'une des invitées s'approcha d'elle. C'était une femme ronde, d'une 50aine d'années, vêtue d'une robe à fleurs. « Vous êtes la maîtresse de maison ?» demanda-t-elle avec un large sourire. « Quel endroit magnifique! Merci de nous avoir permis de nous reposer ici. Nous rêvions depuis si longtemps d'une belle fête en plein air. » Hélène fut prise au dépourvu. Il s'avérait donc que la belle-mère avait fait croire à tout le monde qu'elle avait obtenu l'autorisation d'utiliser la maison. Pire encore, elle avait présenté les choses de manière à faire croire que c'était Hélène elle-même qui les avait tous invités. « Excusez-moi, mais je crains qu'il n'y ait un malentendu », commença Hélène, en s'efforçant de rester courtoise. « Je n'ai jamais donné mon accord pour organiser une fête ici. » La femme haussa les sourcils, très surprise. « Comment ça, vous n'étiez pas d'accord ? Mais Véronique nous a affirmé que vous étiez retourné en ville exprès, pour nous laisser fêter ça tranquillement. » Le mensonge grossissait, tel une boule de neige. Non seulement la belle-mère avait trompé sa belle-fille, mais elle la faisait également passer pour une hôtesse absente et complaisante aux yeux d'inconnus. Hélène sentit la colère monter en elle de plus belle. Véronique, voyant que la situation lui échappait, s'empressa d'intervenir. « Hélène, pourquoi réagis-tu comme ça ? Nous sommes de la même famille. On a juste fêté la rentrée, il n'y a pas de mal. » Hélène fit le tour du propriétaire du regard. Sur le mobilier de jardin, d'un blanc immaculé, de nombreuses taches de nourriture et de boissons s'étalaient. La pelouse était piétinée, et dans les parterres de fleurs coûteuses, quelqu'un avait écrasé la moitié des plantations. Des trognons de pommes et des gobelets en plastique flottaient à la surface de la piscine. « Il n'y a pas de mal », répéta Hélène, avec une froideur métallique dans la voix. « Vous avez saccagé cet endroit. » Céline, qui observait la scène en silence depuis le début, décida de s'en mêler. « Arrête un peu de faire ton cinéma. On va nettoyer, d'accord ? Détends-toi, et viens plutôt te joindre à nous. » Elle employait un ton condescendant, comme si elle faisait une faveur à Hélène en l'autorisant à participer à une fête organisée dans sa propre maison. L'arrogance de sa belle-sœur laissait Hélène sans voix. Cette fille, qui avait toujours vécu au crochet de sa mère sans jamais rien posséder, s'octroyait le droit de disposer du bien d'autrui. C'est alors qu'un homme d'une 40aine d'années, vêtu d'un short et d'un débardeur, sortit de la maison. Il portait un grand plateau rempli de nouvelles portions de viande. « Véronique, la viande est prête », lança-t-il à la belle-mère. « Où est-ce que je pose les assiettes ? » « Il n'y a plus de place dans la cuisine », répondit Véronique. « Pose ça sur la grande table, dans la véranda. » Le sang d'Hélène se glaça. Il se comportait à l'intérieur de sa maison avec autant d'aisance que s'il y vivait depuis des années. L'homme disparut dans la véranda, et peu après, des bruits de meubles déplacés se firent entendre. N'y tenant plus, Hélène le suivit. Le spectacle qui s'offrit à elle, à l'intérieur, acheva de la mettre hors d'elle. Dans le grand salon, dont elle était si fière, régnait un désordre innommable. Des vêtements étrangers traînaient sur son canapé design. Des canettes de bière jonchaient le sol, et sur la table basse en verre, s'empilaient des assiettes remplies de restes. Dans la cuisine, c'était encore pire. L'évier débordait de vaisselle sale. Quelque chose brûlait sur la plaque de cuisson, et la porte du réfrigérateur était grande ouverte. Quelqu'un s'était servi de sa précieuse machine à café automatique, sans même prendre la peine de la nettoyer après usage. À l'étage, dans la chambre principale, elle fit une autre découverte révoltante, des affaires qui ne lui appartenaient pas étaient posées sur son propre lit, et des serviettes humides pendaient dans la salle de bain. Il était devenu évident que ces gens n'étaient pas là pour quelques heures, ils avaient pris possession des lieux.
Hélène redescendit au rez-de-chaussée, sentant une vague de colère brûlante envahir tout son corps. Elle avait l'habitude de garder le contrôle de ses émotions, mais ce qu'elle venait de voir dépassait l'entendement. Véronique, appela-t-elle sa belle-mère, en ressortant dans le jardin. Il faut que nous parlions. La belle-mère s'approcha à contre-cœur, gardant toujours sa pince à viande à la main. Qu'est-ce qu'il y a, Hélène? Tu es toute pâle. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Demanda directement Hélène. Oh, on est arrivé ce matin. Il fait beau, on s'est dit qu'on allait faire plaisir aux enfants. C'était un mensonge grossier. Vu l'état de la maison et la quantité astronomique de vaisselle sale, ils étaient là depuis au moins 24 heures, voire plus. Le matin de quel jour? Insista Hélène. Véronique commença à s'agiter, réalisant qu'elle était prise au piège. Eh bien, pour être honnête, on est arrivé hier soir. On voulait préparer les choses pour la fête. Cela signifiait qu'il s'était introduit chez elle l'avant-veille, y passant 2 nuits entières, s'installant comme dans un hôtel. Hélène imagina ses gens dormant dans ses draps, mangeant dans sa vaisselle, utilisant sa salle de bain, et elle ressentit un tel dégoût qu'elle en eut presque la nausée. Pendant qu'Hélène tentait de faire toute la lumière sur la situation, un incident survint, la faisant définitivement sortir de ses gonds. Arthur, apercevant ses jouets près de la piscine, courut vers l'eau. Mais il trébucha sur un sac abandonné au milieu de la pelouse, et tomba lourdement, heurtant son genou contre le bord de l'allée en pierre. Le petit garçon se mit à pleurer, terrifié et blessé. Hélène se précipita vers lui, mais Céline la devança. « Et, pourquoi tu pleurniches » lança-t-elle brutalement à l'enfant. « Les vrais garçons, ça ne pleure pas, regarde les miens, quand ils tombent, ils ne bronchent même pas. » Elle s'adressait à Arthur avec une dureté effarante, sans lui accorder la moindre compassion, comme s'il s'agissait d'un enfant de la rue. Hélène prit son fils dans ses bras, examinant l'égratignure sur son genou. « Tout va bien, mon chéri. On va désinfecter ça tout de suite. » Elle porta Arthur à l'intérieur pour chercher la trousse à pharmacie, mais dans la salle de bain, une nouvelle mauvaise surprise l'attendait. Ses produits de beauté et ses médicaments avaient été sortis de l'armoire, entassés en vrac sur le lavabo. Quelqu'un avait fouillé dans ses affaires personnelles. Juste à côté de la trousse de secours, se trouvait un test de grossesse. Un test neuf, encore dans son emballage. Hélène le prit en main, complètement perplexe. Elle n'avait certainement pas acheté de test récemment. D'ailleurs, ces derniers mois, elle et Julien n'avaient même pas envisagé l'idée d'un 3e enfant. Soudain, la vérité la frappa. Ce test appartenait à Céline. Apparemment, la belle-sœur n'était pas seulement venue pour fêter la rentrée. Elle nourrissait des projets bien plus vastes. Hélène se remémora les récentes conversations téléphoniques de Julien, qui l'interrompait toujours dès qu'elle entrait dans la pièce. Elle repensa à son étrange nervosité de ces dernières semaines, à ses réponses évasives lorsqu'elle lui demandait ses projets pour le week-end. Le puzzle prenait forme, et Hélène détestait l'image qui s'y dessinait. Elle soigna la plaie de son fils et retourna dans le jardin. Entre-temps, la petite troupe continuait de s'amuser, comme si de rien n'était. Quelqu'un avait monté le son de la musique, et l'un des hommes commençait à danser avec Céline. Hélène se dirigea d'un pas ferme vers Véronique, qui s'affairait de nouveau autour du barbecue. « J'exige des réponses à plusieurs questions », annonça-t-elle d'un ton catégorique. « Et cette fois, je veux la vérité. » La belle-mère fit la moue. « Quelle question ? Tout est clair, non ? C'est une fête, les enfants s'amusent. C'est la famille. Premièrement, comment êtes-vous entré dans la maison ? Deuxièmement, qui vous a donné le droit d'inviter des étrangers ici ? Et troisièmement, combien de temps comptez-vous rester ? Chaque question, Hélène l'articulait de manière claire et implacable. Elle voyait bien que sa belle-mère devenait de plus en plus nerveuse, comprenant que son plan s'effondrait. C'est Julien qui nous a donné le code de la serrure, finit par avouer Véronique. Et pour les invités ? Eh bien, une fête doit être joyeuse. C'est toujours mieux pour les enfants d'être nombreux. Et jusqu'à quand avez-vous prévu de rester ?
Jusqu'à dimanche soir, ou peut-être lundi matin. Hélène secoua la tête. Même si Julien leur avait effectivement fourni le code, cela ne leur donnait en aucun cas le droit d'organiser une fête de plusieurs jours, avec des inconnus. Et surtout, son mari aurait dû l'en avertir. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de son mari. Longue sonnerie. Julien ne répondait pas. Elle réessaya. Toujours rien. Soit il était réellement coincé dans une réunion, soit il fuyait toute confrontation, sachant très bien qu'elle finirait par découvrir la supercherie. À cet instant précis, une nouvelle voiture pénétra sur le terrain. Un gros 4x4 noir se gara à côté des autres véhicules, et Julien en sortit. Il tenait de grands sacs de courses provenant d'une épicerie fine très chère. En apercevant sa femme, il se figea une fraction de seconde, comme un cerf aveuglé par des phares. Son visage fut traversé par une grimace de culpabilité et de peur. Il était clair qu'il ne s'attendait pas du tout à trouver Hélène ici, à cette heure-là. « Hélène, balbutia-t-il, désarçonné. Pourquoi es-tu là si tôt ? Je croyais que tu n'arriverais que ce soir. » Ces quelques mots suffirent à Hélène pour comprendre toute l'ampleur du désastre. Julien n'était pas seulement au courant des projets de sa mère, il avait activement participé à leur mise en œuvre. Pire encore, il espérait que la fête se terminerait avant son arrivée, et qu'elle n'en saurait jamais rien. « Julien, viens ici », ordonna Hélène d'une voix glaciale. Il s'avança à contre-cœur, serrant toujours ses sacs de courses. Hélène nota qu'ils contenaient des mets de luxe, du caviar rouge, du saumon, des fromages affinés. Ce n'était clairement pas le genre de provisions que Véronique achetait pour un simple pique-nique familial. « Explique-moi ce qui se passe ici », exigea Hélène. Julien baissa les yeux. « Maman m'a demandé de lui prêter la maison pour organiser une petite fête en plein air. Je me suis dit que ce n'était pas bien grave. » « Pas bien grave ? Ils sont là depuis 2 jours. Ma maison est dans un état lamentable, et tu le savais très bien. » La voix d'Hélène montait d'un cran à chaque mot. Autour d'eux, les enfants, les siens comme les autres, s'étaient tus. Les invités avaient également cessé de parler, observant ce drame conjugal avec curiosité. « Je ne savais pas qu'il resterait si longtemps », tenta de se justifier Julien. « Maman m'avait dit que ce serait juste pour quelques heures. » « Et le code de la maison, tu leur as donné par accident, peut-être ?» Julien garda le silence, et ce silence était plus éloquent que n'importe quel discours. Hélène comprit que son mari ne l'avait pas seulement trompée, il l'avait trahie. Il avait trahi leur famille, leur confiance mutuelle, leur foyer. « Et que comptais-tu faire à mon arrivée ?» poursuivit-elle son interrogatoire. « Tu espérais simplement que je ne remarquerais rien ? Je pensais que nous pourrions tout ranger, et que tu n'en saurais rien, » avoua faiblement Julien. Cet aveu fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. En regardant son mari, Hélène eut l'impression de le voir pour la toute première fois. C'était un homme faible, lâche, incapable de dire non à sa propre mère, et prêt à mentir à sa femme, juste pour s'acheter la paix. Véronique, constatant l'échec de son plan, décida de passer à l'offensive. « Pourquoi lui tombes-tu dessus comme ça ?» prit-elle la défense de son fils. Le pauvre garçon voulait juste faire plaisir à sa mère, lui offrir une belle fête, et toi, tu fais un scandale. Il voulait faire plaisir à sa mère, dans une maison qui n'est pas la sienne, trancha Hélène. Sans me consulter, et sans mon autorisation ? Une maison qui n'est pas la sienne, ricana la belle-mère. Mais enfin, on vient ici presque tous les week-ends. Julien nous y invite tout le temps. C'était un mensonge absolu. Véronique n'était venue à la maison de campagne qu'à de très rares occasions, pas plus de 3 fois depuis sa construction, et uniquement pour les grandes occasions. Pourtant, elle affirmait cela avec un tel aplomb que ses invités y croyaient dur comme fer. Hélène comprit que discuter ne mènerait à rien. Ces individus étaient belliqueux, et n'avaient aucune intention de quitter son terrain de leur plein gré. Au contraire, ils se croyaient dans leur bon droit, l'accusant, elle, de faire preuve d'ingratitude. Elle posa son regard sur ses enfants. Ils se tenaient près d'elle, serrés l'un contre l'autre, effrayés. Chloé pleurait doucement,
et Arthur agrippait fermement la main de sa mère. Il ne comprenait pas la teneur des mots, mais ressentait toute la tension ambiante. Pour leur bien, elle devait agir avec rapidité et fermeté. Elle sortit son téléphone et composa un numéro. Ce n'était ni celui de la police, ni celui de Julien. C'était le numéro d'une personne capable de régler ce problème en un seul coup de fil. « À qui téléphones-tu » s'inquiéta Véronique, soudain sur ses gardes. « À quelqu'un qui va m'aider à faire le ménage ici » répondit froidement Hélène. Julien tenta de lui arracher le téléphone des mains. « Hélène, je t'en prie, ne fais pas ça. On va régler ça entre nous. » Mais Hélène recula, écoutant les longues sonneries résonner à son oreille. Finalement, une voix décrocha à l'autre bout du fil. « Bonjour, Vincent. C'est Hélène. J'ai un problème urgent ici, et j'ai besoin de votre intervention. » Véronique et Céline échangèrent un regard inquiet. Elles ignoraient qui Hélène appelait, mais le ton glacial de la jeune femme les mettait mal à l'aise. Quant à Julien, il blêmit, comprenant que sa femme sollicitait l'aide de personnes influentes de son milieu professionnel. La conversation fut courte, factuelle et professionnelle. Hélène exposa la situation avec une clarté exemplaire, sans élever la voix, sans céder à l'émotion. Son interlocuteur l'écouta attentivement, puis promit de régler l'affaire dans l'heure. Raccrochant son téléphone, Hélène se tourna vers l'assistance. « Vous avez exactement 30 minutes pour rassembler vos affaires et quitter ma propriété, » déclara-t-elle calmement, en balayant la compagnie du regard. Véronique fut la première à se remettre du choc. Elle se redressa de toute sa hauteur, le visage empourpré de colère. « Comment ça, quitter la propriété ? Nous n'irons nulle part. C'est la maison de mon fils, et j'ai parfaitement le droit d'être ici. » Hélène secoua la tête. « Cette maison est enregistrée à mon nom. J'en suis l'unique propriétaire légal, et c'est moi, et moi seul, qui décide qui a le droit de s'y trouver. » Sa belle-mère poussa un ricanement méprisant. « Et alors ? Ce n'est qu'un papier. C'est mon fils qui l'a financé. Il m'a raconté combien il avait dépensé pour la construire. C'est notre bien familial. » Ce mensonge était d'une telle audace qu'Hélène en resta pantoise. Elle avait financé cette construction grâce à ses propres économies, accumulées bien avant sa rencontre avec Julien. De plus, c'était principalement grâce à sa carrière florissante d'architecte que la famille bénéficiait d'un niveau de vie aussi confortable. Julien, en tant que cadre logistique, percevait un salaire correct, mais qui suffisait à peine à couvrir ses propres dépenses personnelles. « Véronique, vous savez pertinemment que tout cela est faux. »« Je sais surtout une chose, » cracha la belle-mère avec mépris. « Je sais que tu vis au crochet de mon fils, comme un parasite. Tu l'exploites jusqu'à l'os, et maintenant, tu oses nous jeter à la rue, en nous chassant de notre propre maison. » Julien, livide et désemparé, restait planté là, incapable de s'interposer entre sa femme et sa mère. Hélène lui lança un regard chargé de mépris. Ce lâche ne trouvait même pas le courage de démentir les mensonges grotesques de sa mère concernant le financement de la propriété. Les invités commencèrent à se regarder, murmurant entre eux. L'ambiance festive s'était définitivement dissipée, mais personne ne semblait pressé de faire ses valises. Ils attendaient visiblement de voir comment se conclurait ce drame familial. Céline se leva de son transat et s'approcha. « Hélène, sérieusement, à quoi tu joues ? On n'est pas des étrangers. On est de la famille. » Sa voix se voulait conciliante, mais ses yeux brillaient d'une méchanceté pure. Hélène voyait clair dans son jeu, sa belle-sœur essayait simplement de reprendre le contrôle de la situation, en s'improvisant médiatrice. La famille ne s'introduit pas chez les gens par effraction, pour y saccager les lieux. « Quel saccage » s'offusqua Céline. « On se détend, c'est tout. Et d'ailleurs, pour qui tu te prends à vouloir nous donner des ordres ? Julien est tout autant propriétaire que toi. » Hélène réalisa avec amertume que sa belle famille irait jusqu'au bout. Non seulement ils refusaient de s'excuser pour cette intrusion, mais ils exigeaient en plus le droit de prolonger leur séjour. Pendant ce temps, les enfants, effrayés par ces disputes d'adultes, se serraient contre leurs parents.
Chloé pleurait silencieusement, et Arthur s'agrippait de toutes ses forces à la main de sa mère. Hélène savait que ce conflit prolongé traumatisait les petits, mais céder maintenant signifierait perdre définitivement toute autorité sur sa propre maison. Véronique se rapprocha de Julien et s'agrippa à la manche de sa chemise. « Mon fils, dis à ta femme de ne pas chasser ta propre mère. Je ne suis pas à la rue, j'ai un toit, mais c'est une question de principe, on ne laisse pas sa femme traiter sa famille avec autant de mépris. » Julien esquissa un mouvement de recul, tentant de se libérer de l'emprise maternelle, mais il resta muet. Hélène contempla cette scène pathétique, sentant s'évaporer les toutes dernières miettes de respect qu'elle éprouvait encore pour son mari. L'un des invités, un homme d'âge mûr en chemise hawaïenne, s'approcha timidement du groupe. « Écoutez, c'est peut-être mieux qu'on s'en aille. La situation est vraiment embarrassante. »« Reste assis, Valérie, » aboya Véronique. « Personne ne bouge d'ici. Nous sommes des invités légitimes. » Hélène sortit des documents de son sac à main, et tendit le titre de propriété à sa belle-mère. « Voici l'acte de propriété de la maison. Vous voulez vérifier qui est le véritable propriétaire ?» Véronique ne daigna même pas jeter un coup d'œil au papier. « Des documents, ça se falsifie très bien. Moi, je sais que cette maison a été construite avec l'argent de mon fils. » L'effronterie de sa belle-mère dépassait les bornes. Elle était prête à nier l'évidence absolue, juste pour ne pas admettre sa défaite. Hélène comprit qu'aucun argument rationnel n'aurait de prise sur elle. À cet instant, une autre femme sortit de la maison, une personne qu'Hélène n'avait pas encore remarquée. C'était une dame forte d'une 60aine d'années, en peignoir coloré, qui traînait une valise derrière elle. « Véronique, il est peut-être temps de rentrer chez nous, non ? Mon dos me fait un mal de chien, avec ce lit. » « Thérèse, ne commence pas, » la congédia la belle-mère. « Nous ne partons nulle part. » Hélène observa l'inconnu avec attention. Visiblement, ces individus n'avaient pas dormi chez elle qu'une seule nuit. Mieux encore, ils comptaient prolonger leur squat pour une durée indéterminée. Un autre homme s'approcha. Il s'était baigné dans la piscine un peu plus tôt. Il devait avoir 35 ans, et son attitude était particulièrement désinvolte. « Écoutez, ma jolie, » dit-il en s'adressant à Hélène, tout en la jaugeant de la tête aux pieds. « On ne va pas gâcher l'ambiance, si ? Il y a de la place pour tout le monde, ici. La maison est immense. » Hélène recula, dégoûtée. Cet individu se permettait des familiarités dans sa propre maison, comme s'ils étaient de vieux amis. « Votre opinion ne m'intéresse absolument pas. Prenez vos affaires et partez. » « Ouah, elle est sévère la patronne, » ricana l'homme. « Dis donc Julien, elle est toujours aussi peu accueillante, ta femme ?» Julien garda le silence, les yeux rivés au sol. Hélène fut horrifiée de comprendre que son propre mari avait probablement passé son temps à parler d'elle avec ces gens, et sans doute pas en des termes très élogieux. Véronique profita de l'occasion pour faire un pas en avant. « Écoute-moi bien, Hélène. Céline et moi, on rêve de vacances à la campagne depuis le début de l'été. En ville, la chaleur est étouffante, et ici, c'est tellement magnifique. Julien nous a invités, alors on est venu. Et on ne partira pas d'ici, parce que c'est la maison de mon fils. Je vous le répète pour la dernière fois, c'est ma maison, et vous n'y êtes pas les bienvenus. » « Pas les bienvenus ?» La belle-mère explosa. « Mais pour qui tu te prends ? Tu n'es qu'une misérable petite architecte qui a épousé mon fils par pur intérêt. Tu croyais avoir ferré un poisson riche, mais manque de chance, tu es tombé sur un pigeon. » Les insultes pleuvaient en cascade. Véronique les avait sans doute accumulées depuis des années, et elle déversait à présent toute son animosité refoulée. Hélène encaissait ce discours fangeux, sentant une fureur glaciale monter inexorablement en elle. Céline prit le relais de sa mère. « Maman a tout à fait raison. Tu crois qu'on ne voit pas comment tu mènes Julien par le bout du nez ? Tu le forces à travailler pour toi, tu élèves les enfants comme des petits soldats. Les vraies femmes chouchoutent leur mari, elles ne passent pas leur temps à donner des ordres. » Hélène endurait ce flot d'accusations en silence. À un moment donné,
la situation lui parut même risible. Ces personnes, qui profitaient de son argent, utilisaient sa maison, abusaient de son hospitalité, l'accusaient maintenant de vénalité et de despotisme. Julien se décida enfin à intervenir. « Maman, ça suffit. Tu vas beaucoup trop loin. » « Trop loin » hurla Véronique. « Je protège mon fils d'une femme tyrannique. Il fallait bien que quelqu'un t'ouvre les yeux. » Elle attrapa Julien par les épaules et le secoua violemment. « Regarde un peu ce qu'elle a fait de toi. Tu as peur d'ouvrir la bouche dans ta propre maison. Où est passée ta fierté d'homme ?» Hélène observait son mari se briser lentement sous la pression maternelle. Véronique avait toujours su le manipuler, jouant avec une habileté redoutable sur ses complexes et son sentiment de culpabilité. Aujourd'hui encore, elle déployait tout son art pour le retourner contre sa femme. Pendant ce temps, Céline s'approcha des enfants et s'accroupit à leur hauteur. « Pourquoi vous faites cette tête-là? Vous voulez venir jouer avec vos petits cousins ?» Chloé secoua la tête, et se colla encore plus fort contre sa mère, tandis qu'Arthur se cachait carrément derrière Hélène. L'instinct des enfants ne trompait pas, ils percevaient l'hostilité des adultes, et en étaient terrifiés. « Ne touchez pas à mes enfants », ordonna sèchement Hélène. « Qu'est-ce que je vais leur faire, franchement » feignit de s'étonner Céline. « Je veux juste leur présenter leurs cousins. » « Ils n'ont pas de cousins parmi vos enfants. » Céline se redressa brusquement, comme giflée. « Comment ça, non? Nous sommes de la même famille. Des parents très éloignés, qui n'entretiennent aucune relation avec notre famille. »« Ah, je vois, c'est comme ça, » siffla la belle-sœur, les yeux plissés de haine. « Donc, on ne fait pas partie de ta famille. Très bien, c'est noté. » Hélène avait conscience que le conflit avait franchi un point de non-retour. La famille de Julien ne tentait même plus de faire semblant de chercher une solution pacifique. Ils étaient prêts à aller jusqu'à l'affrontement final, du style provoquer une rupture définitive. Véronique reprit l'offensive. « Tu sais quoi, ma chère belle-fille? On ne partira pas d'ici. Pas seulement parce que c'est la maison de Julien, même si en toute justice, ce devrait être le cas, mais surtout parce que j'en ai par-dessus la tête de ton arrogance. » Elle s'approcha d'Hélène, dressant sa carrure imposante juste devant elle. « Tu t'imagines que sous prétexte que le titre de propriété est à ton nom, tu as le droit de nous traiter comme des moins que rien? Tu crois qu'on a peur de toi? Tu te mets le doigt dans l'œil. » Hélène ne recula pas d'un centimètre. « Je ne vous demande pas d'avoir peur de moi. J'exige simplement que vous respectiez mes droits de propriétaire. » « Tes droits de propriétaire » s'esclaffa la belle-mère. « Vous entendez ça? Madame fait sa précieuse. » Elle se tourna vers la foule. « Mes amis, on nous jette à la rue. De cette même maison que mon fils a bâtie de ses propres mains. Que pensez-vous d'une telle injustice? » L'agitation gagna les invités. N'ayant entendu qu'une seule version de l'histoire, ils voyaient désormais Hélène comme une marâtre avide et ingrate, jetant une pauvre grand-mère à la rue. L'homme à la chemise hawaïenne revint à la charge. « Madame, vous avez pourtant l'air d'une personne bien. Comment pouvez-vous mettre à la porte une femme âgée et de jeunes enfants? » « Quels enfants ?» s'étonna Hélène. « Eh bien, ceux-là. » Il désigna les petits dans la piscine. « Ils sont tout jeunes. » Hélène comprit. Véronique s'était fait passer pour une grand-mère courageuse, élevant une marmaille dont elle avait la charge. Le mensonge s'enrichissait de détails sordides à chaque minute. Ces enfants vivent en ville, et possèdent leur propre domicile, tenta-t-elle de rétablir. Et alors, s'insurgea Thérèse, la femme corpulente. La nature est indispensable aux enfants. L'air de la ville, c'est toxique. Hélène resta pantoise. Ces gens s'étaient forgé un système de justification inébranlable. Forts de leurs propres mensonges, ils ne se voyaient pas comme des envahisseurs, mais comme des bienfaiteurs arrachant des enfants à la pollution urbaine. Céline profita de ce moment de confusion pour annoncer haut et fort. « De toute façon, on ne comptait pas partir ce soir. Nous avons de grands projets ici. » Hélène se tendit. « Quel projet ?
La belle-sœur arbora un sourire équivoque, tu vas vite le découvrir. Elle s'approcha d'un de ses sacs, et en extirpa une chemise cartonnée. Avec horreur, Hélène y reconnut des dossiers d'inscription scolaire et des carnets de santé. Tu vois ça, triompha Céline en brandissant les papiers. C'est le dossier de scolarité de mes enfants pour l'école du village. Nous emménageons ici, pour de bon. Hélène sentit ses jambes se dérober sous son poids. Cette invasion n'avait donc rien d'une toquade. Céline avait scrupuleusement planifié son emménagement, s'arrogeant la maison d'Hélène comme s'il s'agissait de la sienne. Vous avez perdu la tête, murmura Hélène, abasourdie. Nous avons toute notre tête, figure-toi, riposta Véronique. C'est toi la folle furieuse, pour vouloir mettre ta propre famille à la rue. Les enfants sont déjà inscrits à l'école du coin, renchérit Céline. Ils font leur rentrée le 1er septembre. Dorénavant, nous habitons ici. Hélène pivota vers Julien, le visage pétrifié. Tu étais au courant? Il acquiesça d'un signe de tête quasi imperceptible. Céline m'a demandé un coup de main pour l'école. Je croyais que c'était provisoire. Provisoire? Mais elle a déposé un dossier d'inscription officiel. Elle m'a dit que si ça ne lui plaisait pas, il pourrait toujours retourner en ville. Hélène jaugea son mari, réalisant que sa naïveté confinait à la stupidité absolue. Soit il s'illusionnait sincèrement sur la facilité de changer d'école du jour au lendemain, soit il s'était lâchement dérobé à ses responsabilités. Céline continuait de dérouler son argumentaire. Les enfants vont pouvoir respirer le bon air de la campagne, se baigner dans la rivière. Moi, je me trouverai un petit boulot dans le coin, où je prendrai le train pour aller bosser en ville. C'est parfait, non? C'est un désastre absolu, grinça Hélène, et personne ne vous a donné son accord. Pourquoi demander l'accord, balaya la belle-sœur d'un revers de main. La maison est énorme, il y a de la place pour tout le monde. On va vivre en communauté, voilà tout. Rien que d'imaginer la scène, Hélène en eut des frissons, Véronique, Céline, les enfants turbulents, un défilé d'invités, le vacarme, la saleté. Sa magnifique demeure, si paisible, se murait en hall de gare. Il n'y aura aucune communauté ici, déclara-t-elle avec une fermeté inébranlable, et absolument personne ne s'installera sous ce toit. Oh que si, on reste, riposta la belle-mère. D'autant que moi aussi, j'ai mes raisons. Elle sortit un papier froissé de son sac à main. Tiens, un certificat de mon médecin traitant. L'air de la campagne m'est médicalement recommandé. Pour mon cœur, ma tension, mes nerfs. En ville, je meurs à petit feu. Hélène saisit le certificat et le parcourut des yeux. Le document avait été délivré une semaine plus tôt par un médecin généraliste, et recommandait effectivement à sa patiente âgée de prendre l'air plus souvent. Ce médecin signe ce genre de papier à quiconque lui en fait la demande, fit remarquer Hélène. C'est possible, concéda Véronique, mais le certificat, lui, est authentique. Par conséquent, j'ai des prescriptions médicales qui m'autorisent à vivre ici. Le raisonnement de sa belle-mère était d'une mauvaise foi consternante. Une simple recommandation médicale de se mettre au vert devenait, dans sa bouche, un droit d'occupation à vie d'une propriété qui ne lui appartenait pas. Durant tout ce temps, Julien était resté muet, incapable d'arbitrer le conflit. Hélène s'avança vers lui. Dis-leur de rassembler leurs affaires et de déguerpir sur le champ. Il leva vers elle un regard pitoyable. Hélène, on ne pourrait pas les héberger quelque temps, juste pour dépanner? Maman a une santé fragile, et la vie en ville est rude pour Céline avec 2 enfants. Quelque temps, ça veut dire quoi? Une semaine, un mois, un an? Jusqu'à ce qu'elle règle leurs problèmes? Hélène comprit que son mari avait basculé dans le camp adverse. Pour acheter la paix de sa mère et de sa sœur, il n'hésitait pas à sacrifier le bien-être de son propre foyer. Julien, si tu ne les mets pas à la porte à la seconde, c'est moi qui vais faire intervenir une agence spécialisée pour les expulser. Quelle agence? Tiqua Véronique, les sourcils froncés. Celle que j'ai contactée il y a exactement une demi-heure.
La belle-mère balaya la menace d'un ricanement dédaigneux. Tu essaies de nous faire peur? Tu n'as appelé personne. Et de toute manière, qui viendrait te prêter main forte contre ta propre famille? À cet instant précis, un imposant véhicule s'immobilisa devant le portail. 2 hommes en costume sombre en descendirent. L'un d'eux, d'âge mûr, dégageait une prestance indéniable, l'autre, plus jeune et athlétique, avait tout du garde du corps ou du chauffeur privé. Hélène laissa échapper un soupir de soulagement. Les renforts étaient arrivés plus vite que prévu. L'homme d'âge mûr s'avança jusqu'au portillon et salua l'assistance avec une politesse glaciale. Bonjour. Je suis Vincent Dupont, le directeur des opérations du groupe Bâti Invest. Hélène m'a demandé de venir éclaircir une certaine situation. Véronique le toisa avec méfiance. Et vous êtes qui, au juste? De quel droit vous pointez-vous ici? J'en ai tout à fait le droit, rétorqua calmement monsieur Dupont. Hélène est l'une de nos architectes les plus éminentes. Notre société met un point d'honneur à protéger les intérêts de ses collaborateurs. Il ouvrit sa sacoche et en sortit plusieurs dossiers. Voici un arrêté municipal stipulant l'interdiction stricte de squatter une propriété privée. Voici également les coordonnées du commissaire de police de votre secteur, qui se tient prêt à intervenir. Pour dresser un procès-verbal. Enfin, voici le numéro d'une compagnie de fourrière, mandatée pour retirer sur le champ les véhicules stationnés sans l'autorisation du propriétaire des lieux. Chaque document qu'il posait délicatement sur la table de jardin faisait blêmir les visages des convives indésirables. Ils étaient loin d'imaginer qu'elle utiliserait des méthodes légales et officielles pour les déloger. Monsieur Dupont poursuivit son énumération, le ton toujours aussi neutre. Je vous informe également que vous vous exposez à des poursuites pénales pour violation de domicile et occupation illicite. L'amende encourue varie de 10 000 à 50 000 euros pour chaque contrevenant. Julien fit un pas en avant, paniqué. Attendez, pas la peine d'en arriver à de telles extrémités. Nous sommes en famille, nous allons régler ça de façon civilisée. Le délai imparti pour une résolution à l'amiable a expiré il y a une demi-heure, répondit sèchement monsieur Dupont. Désormais, la situation sera traitée par les voies judiciaires. Il se tourna vers Hélène. Souhaitez-vous déposer une plainte officielle, ou nous contentons-nous d'un simple avertissement, pour commencer? Saisissant que la plaisanterie avait assez duré, Véronique se précipita vers son fils et s'agrippa à lui. Mon garçon, ne laisse pas ces gens humilier ta mère. Dis-leur que tout ceci n'est qu'un malentendu. Mais Julien se murait dans le silence, implorant sa femme du regard. Ses yeux la suppliaient de ne pas aller plus loin, de ne pas pulvériser définitivement le lien qui l'unissait à sa famille. En observant cet homme qu'elle avait épousé, Hélène eut une illumination amère, son mariage venait de rendre l'âme. Cet être faible ne serait jamais le pilier dont elle avait besoin. Tiraillé entre son épouse et sa mère, il plierait toujours face à celle qui exercerait la pression la plus forte. Vincent, déclara-t-elle avec une fermeté absolue, veuillez dresser le procès-verbal. Le directeur acquiesça d'un signe de tête. Sortant sa tablette, il entreprit de remplir un formulaire officiel numérique. La vue de ces démarches administratives eut l'effet d'une douche froide sur les invités, qui commencèrent à échanger des regards nerveux. Plusieurs d'entre eux se dirigèrent discrètement vers leur voiture, espérant s'éclipser sans faire de vagues. Constatant la fuite de ses alliés, Véronique comprit que la situation tournait au désastre. Le visage déformé par la fureur, elle hurla sur monsieur Dupont. « Mais pour qui vous prenez-vous? De quel droit venez-vous fouiner chez nous? C'est une affaire de famille, ça ne vous regarde pas. » Le directeur, toujours impassible, continua de saisir ces données. J'ai le droit, et même le devoir, de défendre les intérêts de notre employé. Hélène a conçu l'architecture de la moitié des centres commerciaux de cette région. La préservation de sa réputation et de sa tranquillité d'esprit est l'une de nos priorités absolues. Cette déclaration fit l'effet d'une bombe sur Julien. Pour la toute première fois, il mesura la véritable envergure professionnelle de sa femme. Hélène n'était pas une simple employée de bureau, elle était un rouage essentiel d'un gigantesque groupe immobilier, une figure respectée dont des hommes puissants n'hésitaient pas à prendre la défense.
Pendant ce temps, Céline rassemblait ses enfants, réalisant que la fête était définitivement terminée. Maxime, son fils, se mit à faire un caprice, refusant catégoriquement de sortir de la piscine. « Maman, encore un petit peu, s'il te plaît. »« Non. »« Tu sors immédiatement, » rétorqua sèchement Céline, les nerfs à vif. Son rêve d'emménager dans cette luxueuse résidence s'évaporait sous ses yeux, entraînant avec lui tout espoir d'offrir une vie plus confortable à ses enfants. Pauline, sa fille cadette, sortit grelottante de l'eau et trottina vers Chloé. « Pourquoi tu ne te baignes pas? Viens jouer avec moi. » Chloé jeta un regard hésitant à sa mère. Hélène secoua doucement la tête. Hors de question que ses enfants sympathisent dans une atmosphère aussi toxique. « Pas maintenant, ma puce. » Pauline, vexée, courut se plaindre à sa grand-mère. « Mamie Véro, la dame ne veut pas que la fille joue avec moi. » Véronique bondit sur l'occasion pour lancer une nouvelle charge. « Vous voyez ça » s'indigna-t-elle à l'adresse des quelques invités restants. « Elle empêche même des enfants innocents de s'amuser ensemble. Quelle monstruosité !» Elle fonça sur Hélène, menaçante. « Tu es devenue complètement folle, ma parole. Les petits veulent jouer, et toi, tu le leur interdis. » « Je refuse simplement que mes enfants soient mêlés à votre cirque, » répliqua posément Hélène. « Notre cirque, » glapit la belle-mère. « Nous organisons une fête de famille, et tu nous chasses comme des délinquants. » Monsieur Dupont termina de rédiger son rapport, et s'adressa à la petite foule. « Mesdames, messieurs, je vous accorde 10 minutes chrono pour quitter cette propriété privée. Passé ce délai, je contacterai immédiatement les forces de l'ordre. » La majorité des invités n'eut pas besoin de se le faire dire 2 fois. Ils ramassèrent leurs affaires à la hâte, et foncèrent vers leur véhicule. Valérie, l'homme à la chemise hawaïenne, bafouilla de plates excuses en s'enfuyant. « Véronique, on remettra ça à plus tard. J'ai horreur des problèmes. » Thérèse, la femme corpulente, lui emboîta le pas. « Moi aussi, je rentre. Mon mal de dos vient d'empirer d'un coup. » En l'espace de 5 minutes, le terrain se vida. Seule restait la belle famille et l'équipe de sécurité. Véronique trônait au milieu de la cour désertée, tel un général contemplant le champ de bataille après une cuisante défaite. « Bande de traîtres » marmonna-t-elle, ulcérée. Ça se prétend des amis, et ça détale à la première contrariété. Céline grillait nerveusement une cigarette au bord de la piscine. Ses enfants, assis sur un banc, ne comprenaient toujours pas pourquoi la fête avait tourné court. Hélène s'avança vers sa belle-mère. « Véronique, les voitures vous attendent. Il est temps de plier bagages. » « Et si je refuse de partir ?» la défia la vieille femme. « Dans ce cas, l'évacuation se fera par la contrainte. » La belle-mère foudroya du regard Monsieur Dupont, qui patientait avec une sérénité inébranlable. À ses côtés, son assistant, silencieux et stoïque, semblait prêt à intervenir à la moindre incartade. « Vous oseriez me traîner de force? Une femme âgée et malade? » « Si la situation l'exige », confirma le directeur avec un flegme absolu. Véronique comprit que le bluff n'avait plus cours. Ces professionnels ne s'encombraient pas de bons sentiments, et restaient insensibles au chantage émotionnel. Elle se dirigea vers la maison, traînant les pieds, pour rassembler ses affaires. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois. « Grave-toi bien ça dans la tête, Hélène, jamais je ne te pardonnerai. Tu as détruit notre famille, en dressant mon propre fils contre sa mère. »« J'ai défendu ma famille contre une invasion », rectifia Hélène. « Vous êtes l'unique responsable de cette confrontation. » La belle-mère disparut à l'intérieur. Depuis le jardin, on l'entendait faire un boucan infernal, claquant violemment les portes des placards pour manifester son indignation. Céline écrasa son mégot de cigarette directement sur le gazon. « C'est une grave erreur, Hélène. Une très, très grave erreur. » « En quoi est-ce une erreur de m'opposer à vous? Julien est de notre sang. Toi, tu n'es qu'une pièce rapportée, un élément temporaire. »
L'aplomb de la jeune femme laissa Hélène perplexe. On aurait dit qu'elle détenait un lourd secret. Sois plus clair. Pas besoin de te faire un dessin. Les hommes finissent toujours par revenir vers leur mère, surtout quand leur femme leur empoisonne l'existence. Céline jeta un regard lourd de sens à son frère, qui se tenait à l'écart, l'air pitoyable. Ça fait un mois que Julien se plaint que tu le tyrannises. Le travail, les gosses, la maison. Tu ne lui laisses aucune liberté. Hélène pivota vers son mari. C'est vrai, ça? Tu vas te plaindre de moi à ta famille? Julien ne put pas mot, et son silence valait tous les aveux. Ainsi, pendant qu'elle s'épuisait au travail pour assurer le confort matériel du foyer, lui s'épanchait auprès de ses proches, la dépeignant comme un tyran domestique. Un homme a besoin de souffler, loin de sa femme, pontifia Céline, sentencieuse. Mais toi, tu l'as enchaîné à toi. Enchaîné avec l'argent que je gagne à la sueur de mon front, cingla Hélène. La belle-sœur grimaça. Le sujet de l'argent avait toujours été son point faible. L'argent n'est pas ce qui compte dans une famille. L'important, c'est la compréhension mutuelle. La compréhension mutuelle exclut la trahison et le mensonge. Véronique ressortit de la maison, lourdement chargée. Son visage était sombre, mais ses yeux lançaient des éclairs menaçants. « C'est bon, je suis prête », grommela-t-elle à l'adresse de Monsieur Dupont. « Parfait », opina ce dernier. « Souhaitez-vous que l'on vous avance votre véhicule ? Je peux très bien marcher toute seule. » Elle s'approcha de Julien, et l'étreignit avec force. « Réfléchis bien, mon grand. Est-ce qu'une femme pareille mérite que tu te fâches à vie avec ta propre mère ? » Julien lui tapota maladroitement le dos. « Maman, arrête, je t'en prie. Tout va s'arranger. » « Rien ne s'arrangera, » trancha Véronique. « Retiens bien mes mots, les femmes de cette espèce ne t'apporteront que des malheurs. » Elle se dirigea vers le portail, mais s'immobilisa brusquement et se tourna vers Hélène. « Tu sais quoi, ma jolie ? J'ai changé d'avis. Je ne vais pas partir sur la pointe des pieds. » Monsieur Dupont fronça les sourcils. « Qu'est-ce que cela signifie ? » Ça signifie que, puisque vous me jetez dehors, le monde entier va savoir qui se cache vraiment derrière cette charmante petite famille. Joignant le geste à la parole, Véronique sortit son téléphone et composa un numéro. « Allô, Madame Martin ? C'est Véronique. Écoutez un peu ce qui m'arrive. » Hélène comprit tout de suite la manœuvre. Sa belle-mère appelait la pire commère du quartier, une retraitée qui connaissait tout le voisinage et raffolait des drames conjugaux. Vous n'allez jamais le croire. Je suis venue me reposer chez mon fils, et devinez quoi ? Sa femme est en train de me jeter dehors, en menaçant d'appeler la police. Elle jette sa propre belle-mère à la rue. La voix de Véronique résonnait dans toute la cour. Elle parlait fort, délibérément, pour s'assurer qu'Hélène ne perde pas une miette de la conversation. Oui, vous avez bien entendu. Moi, j'ai juste eu pitié de mes petits-enfants, j'ai voulu leur organiser une belle fête, et elle a débarqué, complètement dépourvue de cœur. Hélène comprenait que la rumeur était lancée, et qu'elle se propagerait comme une traînée de poudre à travers le village. Le lendemain matin, tous les habitants auraient entendu cette version édulcorée des faits, où Hélène tiendrait le rôle de la belle-fille cruelle. « Ne vous en faites pas, ma bonne amie », pleurnicha faussement Véronique dans le combiné. « Je comprends, la jeunesse d'aujourd'hui n'a plus aucun respect pour ses aînés. » Monsieur Dupont fit un léger signe de tête à son assistant. Celui-ci s'approcha de la belle-mère et, avec une fermeté courtoise mais implacable, la prit par le bras. « On avance vers la voiture, madame. »« Ne me touchez pas », hurla Véronique. « Je sais marcher toute seule. » Elle se dégagea brusquement, mais se dirigea tout de même vers la sortie. En chemin, elle poursuivit sa conversation téléphonique, décrivant son expulsion avec un sens du drame exacerbé, suppliant la voisine d'avertir tout le quartier de l'ingratitude dont faisait preuve la femme de son pauvre fils. Céline rassembla ses petits et emboîta le pas de sa mère. Maxime traînait sa bouée gonflable derrière lui, refusant de l'abandonner.
Maman, on reviendra ici, demanda le petit garçon. Bien sûr que oui, mon chéri. C'est promis, on reviendra, assura Céline, en foudroyant Hélène d'un regard rempli de venin. Sa promesse résonnait comme une menace ouverte. De toute évidence, la belle-sœur n'acceptait pas cette défaite. Lorsque les invités indésirables eurent enfin déserté les lieux, Hélène se retrouva seule face à son mari et à ses enfants. L'équipe de Monsieur Dupont s'était également retirée, non sans avoir promis d'envoyer, dès le lendemain, une équipe pour remettre le jardin en état. Julien restait planté au milieu de la cour, incapable de formuler la moindre explication cohérente. Hélène, silencieuse, balayait le désastre du regard. Il faudrait plusieurs jours d'efforts pour que sa maison retrouve son éclat. Hélène, pardonne-moi, finit par bredouiller Julien. Je te jure que je n'imaginais pas que ça prendrait de telles proportions. Tu ne l'imaginais pas? Ou bien, tu n'as pas voulu y penser? Ma mère a tellement insisté. Elle m'a juré que son médecin lui recommandait de prendre l'air à la campagne. Et sous ce prétexte, tu étais prêt à me mentir? Julien baissa la tête, penaud. J'avais prévu de tout ranger avant ton arrivée. J'étais persuadée que tu ne t'apercevrais de rien. Hélène dévisagea son mari, et réalisa qu'un abîme s'était creusé entre eux. Cette confiance, bâtie pierre par pierre au fil des années, venait de s'effondrer en l'espace d'une journée. Épuisés par ces querelles d'adultes, les enfants se dirigèrent d'un pas lourd vers la maison. Chloé leva les yeux vers sa mère et murmura timidement. Dis, maman. On va quand même habiter ici? Bien sûr, mon soleil. C'est notre maison. Et mamie Véro. Elle ne reviendra plus? Non, elle ne reviendra plus. Hélène prononça ces mots avec une certitude absolue. Après les événements de la journée, elle considérait que les relations avec la famille de Julien étaient définitivement closes. Toutefois, elle avait sous-estimé la soif de vengeance de sa belle-mère. 3 jours plus tard, alors qu'Hélène s'était réinstallée au chalet avec les enfants et qu'elle commençait à effacer les traces du désastre, un événement survint, révélant le véritable visage de sa belle famille. Le matin du 1er septembre, Hélène s'apprêtait à déposer ses enfants à l'école du village pour la cérémonie de rentrée. Chloé entrait en CP, et ce jour revêtait une importance toute particulière pour la famille. Hélène avait préparé cette journée avec minutie, elle avait repassé les tenues de fête des enfants, acheté un magnifique bouquet de fleurs pour la maîtresse, et prévu de petits cadeaux. Chloé était aux anges avec son cartable flambant neuf et ses beaux rubans blancs dans les cheveux. Julien, lui, était resté en ville, prétextant une urgence au travail. Depuis le scandale avec sa mère, il se faisait tout petit, fuyant la moindre occasion de contrarier son épouse. Hélène installa les petits dans la voiture et prit la direction de l'école. La cérémonie de rentrée se déroula à merveille. Chloé, rayonnante de fierté, se tenait au milieu de ses petits camarades, pendant qu'Arthur s'agitait dans les gradins pour la saluer. À la fin de la matinée, Hélène décida de ramener ses enfants à la maison de campagne, pour célébrer cette journée spéciale au grand air. Elle avait acheté un gâteau et des glaces, bien décidée à leur offrir une belle fête en petit comité. En approchant de sa propriété, un détail glaça le sang d'Hélène, le portail était grand ouvert. Dans la cour, on entendait de nouveau des voix et de la musique. Son cœur rata un battement. Était-il réellement revenu? Hélène gara sa voiture et en sortit précipitamment. La scène qui s'offrit à elle était encore pire que la fois précédente. Son terrain grouillait de monde, une dizaine d'adultes et autant d'enfants de tous âges. Le jour de la rentrée scolaire, j'ai emmené mes enfants dans ma maison de campagne, et là, ma belle-mère et ma belle-sœur s'y amusaient déjà à cœur joie avec leurs propres enfants. Véronique présidait devant le barbecue, entourée d'inconnus. Céline, avachie sur son éternel transat, bronzait en ignorant ostensiblement l'arrivée de la propriétaire. Les gamins s'ébrouaient dans la piscine, tandis qu'une longue table recouverte d'amuse-gueule barrait la véranda. Hélène s'avança jusqu'au portail, tenant fermement Chloé et Arthur par la main. Les enfants, toujours dans leurs beaux habits, serraient leurs petits bouquets de fleurs. La belle-mère les repéra la première, et son visage se tordit en un rictus haineux. « Quoi,
tu te ramènes avec tes morveux? Nous fêtons le début de l'année scolaire ici, et vous n'avez pas votre place. Fichez le camp. Joignant le geste à la parole, Véronique fondit sur les enfants et bouscula la petite Chloé. Déséquilibrée, la fillette s'effondra, se heurtant douloureusement contre une pierre. Arthur, terrifié, éclata en sanglots, tandis que le bouquet de fleurs volait en éclats. Ces femmes inconscientes ne savaient pas à qui elles avaient affaire. En quelques minutes, j'ai transformé leur vie en un véritable cauchemar. Hélène aida sa fille à se relever, examina l'écorchure sur son genou, et sentit quelque chose basculer au plus profond d'elle-même. Une fureur froide inonda son esprit, balayant la moindre de ses hésitations. Elle sortit son téléphone, et appuya sur une touche d'appel rapide. La connexion fut instantanée. Maître Girard, c'est Hélène. Activez tous les leviers. Nettoyage intégral. Le timbre de sa voix était d'un calme effrayant. Quiconque la connaissait aurait décelé dans ce ton une promesse implacable. L'homme à l'autre bout du fil posa quelques questions de confirmation. Hélène y répondit brièvement, sans s'encombrer de détails. Oui, exactement. Procédure complète. Le compte à rebours est lancé. Elle rangea son téléphone et fit face à sa belle-mère, qui affichait toujours un air de défi insolent. Véronique, vous venez de commettre une erreur fatale. Quelle erreur, pouffa la vieille femme. De dire ces 4 vérités à ta petite progéniture? Vous avez porté la main sur mes enfants, répliqua Hélène, avec des intonations d'une telle noirceur que même Céline s'arracha à son magazine pour la dévisager avec méfiance. Et alors, fanfaronna la belle-mère. Tu vas appeler la police pour dénoncer la propre grand-mère des petits? Non, pas la police. Hélène s'assit sur un banc, et enlaça ses enfants qui sanglotaient encore de peur. Racontez-moi un peu, Véronique. Où travaillez-vous, exactement? Prise de court par cette question inattendue, la belle-mère cligna des yeux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Une simple curiosité. Je suis agent d'entretien à la clinique. Et alors? Et Céline? Où travaille-t-elle? Au centre commercial Les Galeries. Où veux-tu en venir? Hélène hocha la tête, archivant ses informations. Elle reprit son téléphone. Julien, quelle est l'adresse de l'appartement que loue ta mère? Déboussolée, son mari lui dicta l'adresse. Hélène sortit un carnet, et la nota avec soin. Mais enfin Hélène, pourquoi as-tu besoin de cette adresse, s'alarma Julien. Tu le découvriras bien assez tôt. Hélène caressa tendrement les cheveux de ses enfants. Chloé, Arthur, allez à l'intérieur pour vous laver les mains, nous allons déjeuner. Elle se leva pour se diriger vers la véranda, mais Céline lui barra agressivement le passage. Et, on est en train de manger, là. Il n'y a plus de place. Plus de place dans ma propre maison? Dans notre maison, rétorqua la belle-sœur, avec un aplomb phénoménal. Hélène la fixa longuement, d'un regard perçant. Céline, tu travailles comme vendeuse de chaussures pour un salaire de 1200 €. Tu loues une chambre en banlieue pour 700 €. Comment comptes-tu subvenir aux besoins de tes 2 enfants dans un village où le taux de chômage est endémique? La belle-sœur, soudain sur la défensive, bafouilla. Je finirai bien par trouver un boulot. Sinon, j'aurai droit à des aides. Des aides sociales? Intéressant. Hélène employait le ton clinique d'un inspecteur interrogeant un suspect. Céline sentait l'étau se resserrer, sans parvenir à identifier la menace. Et tes enfants, où vont-ils étudier? À l'école communale? Ben oui, ils sont déjà inscrits. Montre-moi leur certificat de vaccination. Céline s'assombrit. Quel certificat? Leurs dossiers médicaux. Sans ces documents, l'école refusera de les admettre. Ils sont restés chez moi. Dans mon appartement. C'est bien commode. Hélène continua de la cribler de questions.
À chaque réponse hésitante, il devenait plus évident que Céline n'avait strictement rien planifié, se contentant de débarquer en espérant que la chance lui sourirait. As-tu pensé à ton justificatif de domicile? Quel justificatif? Celui de ta résidence principale. Sans ça, pas d'inscription scolaire. Le visage de Céline s'allongea. La jeune femme n'avait manifestement jamais songé au labyrinthe de l'administration. On s'arrangera bien d'une façon ou d'une autre. L'administration ne fonctionne pas avec des arrangements. Il te faut une attestation d'hébergement, signée par le propriétaire légal des lieux. Où est le problème? S'insurgea Véronique, venant à la rescousse de sa fille. Julien nous signera cette attestation. Julien n'est pas domicilié ici, annonça froidement Hélène. L'acte de propriété est à mon nom exclusif. Par conséquent, je suis l'unique personne habilitée à vous domicilier. Un silence pesant tomba sur le jardin. La belle famille commençait amèrement à réaliser que son projet d'annexion comportait de graves lacunes juridiques. Hélène s'engouffra dans la brèche. Ce n'est pas fini. Avez-vous seulement réfléchi au fait que l'école de ce village dispose de places extrêmement limitées? Et que toute nouvelle intégration doit être validée par l'académie? La panique gagna Céline. Arrête d'inventer n'importe quoi. L'école est publique, ils sont obligés de prendre tout le monde, du moment qu'on respecte les procédures. Et vous les avez respectées, vos procédures? La belle-sœur s'emmura dans le mutisme. Hélène poursuivit son réquisitoire. N'oublions pas la question vitale du suivi médical. Le cabinet du village et le dispensaire local n'acceptent que les résidents officiellement enregistrés dans la commune. Où feras-tu soigner tes enfants en cas de problème? On prendra le train pour aller en ville, bougonna Céline. Le train de banlieue? Avec 2 gosses malades? Très malin. Et en cas d'urgence absolue, tu espères quoi? Chaque argument d'Hélène frappait avec la précision d'un tireur d'élite. Comprenant que sa fille était acculée dans une impasse logique, Véronique tenta une diversion. Bon, d'accord. Il est peut-être un peu prématuré d'envisager un déménagement total. Mais rien ne nous interdit de venir passer le week-end. C'est absolument hors de question. Comment ça, hors de question? Julien, dis-lui tout de suite qu'une mère a parfaitement le droit de venir rendre visite à son fils. À l'autre bout du fil, resté ouvert, Julien demeura silencieux. Il réalisait tardivement l'ampleur titanesque du désastre provoqué par son indolence. Hélène s'adressa à son mari via le téléphone. L'heure du choix a sonné, Julien. Soit tu bascules définitivement dans le camp de ta mère et de ta sœur, soit tu prends le parti de ta femme et de tes enfants. C'est un ultimatum. C'est la réalité brutale des choses. Un tel drame ne se reproduira plus jamais. Le cerveau de Julien tournait à plein régime. Tiraillé entre ces 2 familles, il se trouvait dans une impasse absolue. Et si je disais à ma mère de ne plus recommencer, tenta-t-il, désespéré. Ces actes viennent de prouver que tes paroles n'ont aucune autorité sur elle. Mais alors, qu'est-ce que tu proposes? L'interdiction absolue, totale et définitive, pour l'ensemble de ta famille, de remettre les pieds dans cette propriété. Julien eut un haut le cœur. Hélène, c'est d'une cruauté effroyable. Ce sont eux qui ont choisi la cruauté, à l'instant même où ils s'en sont pris à mes enfants. Hélène attrapa ses enfants par la main et les entraîna vers l'intérieur. Derrière elle, elle pouvait entendre la voix chevrotante de Julien au téléphone, implorant sa mère d'entendre raison. Mais il était beaucoup trop tard. L'engrenage de la riposte s'était mis en mouvement. 1 heure plus tard, une nouvelle voiture se gara devant la maison. Un homme en costume sur mesure en descendit, muni d'un lourd porte-documents. C'était maître Michel Girard, l'un des avocats les plus influents de la région, et un ami de longue date. Hélène l'accueillit sur le perron. Merci d'avoir fait le déplacement si vite. C'est toujours un devoir d'assister de vieux amis. Où sont les dossiers? Hélène lui remit l'intégralité des documents relatifs à la propriété.
L'avocat les examina avec une concentration absolue. Les titres de propriété sont inattaquables. Racontez-moi en détail ce qui vient de se passer. Hélène dressa un tableau clinique des événements récents. Maître Girard l'écouta religieusement, n'intervenant que pour poser de brèves questions de clarification. Le diagnostic est limpide, conclut-il en hochant la tête. Un cas classique de parasitisme familial, assorti d'une tentative d'usurpation de domicile. Nous allons déployer l'artillerie lourde. Il sortit sa tablette et commença à taper frénétiquement. Étape numéro 1, injonction d'éloignement pour protéger votre périmètre. Étape numéro 2, saisine des organismes de contrôle pour vérifier la conformité légale de leur situation. Étape numéro 3, le gel de leur marge de manœuvre financière. Hélène approuva d'un signe de tête. Elle était déterminée à mener cette bataille à son terme. Quel sera le délai de traitement ? 1 semaine ? 2 semaines, grand maximum. L'avocat repartit, laissant Hélène dans l'attente des premiers effets de la procédure. Les enfants, eux, avaient rapidement retrouvé le sourire, profitant de l'air pur et de l'espace. Chloé dévorait avec passion de nouveaux livres, tandis qu'Arthur bâtissait d'immenses forteresses dans le bac à sable. Julien, en revanche, fuyait la maison, ne rentrant que tard le soir, et trouvant de vagues prétextes professionnels pour rester en ville la journée. Hélène comprenait très bien qu'il redoutait la confrontation inévitable sur l'état catastrophique de leur mariage. 1 semaine s'écoula avant que maître Girard ne la contacte pour faire le point. Tout est en ordre, Hélène. Les premières notifications officielles leur seront délivrées dès demain matin. De quoi s'agit-il, précisément ? Une ordonnance d'éloignement, assortie de l'interdiction formelle d'approcher de votre chalet. Une procédure de résiliation de bail pour occupation illicite et non-respect du règlement intérieur. Une convocation pour abandon de poste répété. Et croyez-moi, ce n'est que la mise en bouche. Hélène eut un léger frisson. Michel, n'allons-nous pas un peu trop loin ? Ils ont été les premiers à franchir la ligne rouge, en touchant à vos enfants. La véritable cruauté, ce serait d'accorder l'impunité à des personnes qui menacent l'intégrité de votre famille. Dès le lendemain, Julien fit irruption à la campagne, le visage défait et la voix tremblante de panique. Hélène, mais qu'est-ce que tu as déclenché ? Ma mère vient d'être suspendue de ses fonctions à la clinique. Et le bailleur de Céline lui a envoyé une procédure d'expulsion. Je n'ai rien déclenché, répondit Hélène avec une froideur abyssale, j'ai simplement mis en œuvre les moyens de protéger mes droits. Comment ça, protéger tes droits ? Ma mère m'a appelé en pleurs, elle dit que des types très officiels ont débarqué avec des dossiers épais comme le bras. On lui interdit l'accès à son poste de travail, et Céline a reçu une injonction de quitter son appartement. Hélène continua paisiblement de caresser les cheveux de sa fille, sans accorder un regard à son époux en plein naufrage émotionnel. C'est regrettable pour elle, assurément. Regrettable ? Bon sang, Hélène, c'est de ma famille qu'on parle. Ma mère risque de se retrouver à la rue. C'est une éventualité qu'elle aurait dû intégrer à son équation, avant de lever la main sur mes enfants. Julien se prit le visage à 2 mains, terrassé. Tu ne mesures pas la gravité de la situation. Ma mère est en pleine panique. Elle m'a raconté que des enquêteurs ont interrogé tout son voisinage. Désormais, chaque locataire de son immeuble sait qu'elle a de graves démêlés avec les autorités. Hélène leva enfin un regard vide de toute compassion vers son mari. Et qu'attends-tu de moi, au juste ? Que tu stoppes cette folie. Ordonne à tes avocats de laisser ma mère en paix, je t'en prie. C'est hors de question. Julien resta figé, anéanti par le ton catégorique de cette fin de non-recevoir. Comment ça, hors de question ? La mécanique est extrêmement simple. Ta mère a franchi une frontière qui ne tolère aucun retour en arrière. Le point de non-retour a été atteint. Hélène, on parle de la famille. On ne peut pas les rayer de notre vie d'un simple trait de plume. Si, c'est tout à fait possible. Et j'en apporte la preuve.
Hélène se leva avec grâce, et prit ses enfants par la main. Chloé, Arthur, allez vous mettre en tenue de sport. Nous allons faire une grande balade à vélo. Les enfants laissèrent éclater leur joie et foncèrent vers la maison. Hélène leur emboîta le pas, plantant Julien tout seul, au beau milieu de la cour. Le soir même, maître Girard la rappela. Hélène, il y a du mouvement. Vos beaux-parents ont eu la brillante idée de déposer une plainte auprès du procureur de la République pour harcèlement et abus de pouvoir. Et comment le parquet a-t-il réagi? Le procureur a estimé que leurs propres agissements s'apparentaient à une occupation sans droit ni titre, couplée à une violation de domicile. Leur plainte a été rejetée sans ménagement. Que va-t-il se passer, désormais? Ils vont inévitablement chercher d'autres failles. En faisant pression sur Julien, sur les enfants, sur votre entourage. Préparez-vous à affronter un siège psychologique de très longue haleine. L'analyse de l'avocat s'avéra chirurgicale. Dès le lendemain, le téléphone de Julien commença à sonner sans interruption. Des oncles, des cousins éloignés, d'anciens amis de la famille, tous le contactaient pour le fustiger et le qualifier de monstre sans cœur. Véronique tenait le rôle de sa vie, interprétant la veuve éplorée à la perfection. Elle pleurnichait auprès de qui voulait l'entendre que son fils, vampirisé par une belle-fille démoniaque, l'avait jeté à la porte de chez elle, l'avouant à une existence de misère et d'humiliation. Julien pliait sous le poids de la culpabilité. Ses nerfs à vif le rendaient colérique, il perdait le sommeil et enchaînait les bévues monumentales à son travail. Hélène, pitié. Ne pourrait-on pas siffler la fin de la partie, l'implorait-il, l'air hagard. Maman a juré sur sa vie de ne plus jamais recommencer. La valeur de ses serments est strictement nulle. Mais elle se retrouve toute seule, acculée. Céline a dû déménager chez elle en urgence avec les petits. Ils survivent à 4 dans une pièce minuscule. Tu arrives à imaginer ce calvaire? Je l'imagine sans la moindre difficulté. Et cela m'inspire la plus totale indifférence. L'insensibilité de son épouse glaçait Julien d'effroi. Il avait partagé sa vie avec une femme conciliante, toujours encline au compromis, et il faisait aujourd'hui face à un mur de glace, une guerrière implacable, déterminée à broyer le moindre obstacle sur son chemin. Pendant ce temps, les conséquences pour la belle famille prenaient une tournure dramatique. Véronique perdit définitivement son emploi. La version officielle invoquait des absences injustifiées et répétées, mais en coulisses, la réalité était tout autre. La directrice de la clinique entretenait des liens amicaux étroits avec l'une des plus importantes clientes d'Hélène. Le message était passé, avec une discrétion absolue, mais une efficacité redoutable. Céline, de son côté, fut évincée de son logement. Le propriétaire s'était subitement souvenu d'une multitude de violations des clauses de son bail locatif, exigeant l'évacuation immédiate des lieux. La jeune femme et ses enfants durent trouver asile en catastrophe dans le studio étriqué de sa mère. Mais le pire les attendait encore au tournant. 2 semaines plus tard, Céline reçut une convocation redoutée entre toutes, celle du Trésor public. Les services fiscaux avaient mené un audit minutieux sur son train de vie, soupçonnant une dissimulation massive de revenus. Le couperet tomba, implacable. Avec son modeste salaire de vendeuse, Céline dépensait des sommes astronomiques qui défiaient toute logique. D'où provenaient les fonds qui finançaient ses tenues de créateur, ses cosmétiques de luxe et ses sorties fastueuses? Les contrôleurs fiscaux piétinaient sur ce mystère. Hélène, elle, détenait la solution de l'énigme. Céline s'était lancée dans un commerce juteux de revente de marchandises non déclarées sur Internet, échappant ainsi à tout prélèvement obligatoire. Une investigation discrète, habilement commanditée, avait permis d'exposer l'architecture de son trafic occulte. Julien, au bord de l'implosion, tenta de trouver des circonstances atténuantes à sa sœur. Hélène, sois indulgente, tout le monde cherche à arrondir ses fins de mois. Ce sont juste de petites magouilles. Tout le monde magouille, peut-être, mais tout le monde n'a pas la bêtise de se faire prendre. C'est toi. C'est toi qui as balancé Céline au fisc. Hélène haussa les épaules avec un détachement souverain.
J'ai simplement veillé à ce qu'un dossier solidement étayé parvienne aux services compétents en matière de fraude fiscale. Le redressement imposé à Céline avoisinait les 30 000 €, pénalité de retard incluse. Pour une mère célibataire rémunérée au SMIC, ce chiffre s'apparentait à une condamnation à mort financière. En apprenant l'ampleur du gouffre dans lequel sa fille venait de plonger, Véronique sombra dans l'hystérie. Elle harcelait Julien à longueur de journée, hurlant à s'en briser les cordes vocales qu'il devait éponger la dette de sa propre sœur. « Mon fils, tu ne vas quand même pas laisser ton propre sang périr dans la misère. Elle a 2 innocents à nourrir. » Julien était écartelé entre sa loyauté familiale et l'évidence cruelle que sa femme était dans son bon droit. Hélène, impavide, observait son dilemme moral sans la moindre compassion. « Tu as envie de la sortir de là ?» l'interrogea-t-elle un soir. « Évidemment, c'est ma petite sœur. »« Magnifique. Alors, puise dans tes économies personnelles. Ou mieux encore, cherche-toi un job de nuit. »« Hélène, tu sais pertinemment que mon salaire ne suffira jamais à combler une dette pareille. Alors, il va falloir que tu redoubles d'imagination pour trouver de nouvelles sources de revenus. » Hélène restait inflexible. Il était hors de question qu'elle sacrifie un centime de l'argent qu'elle gagnait à la sueur de son front, pour renflouer des individus qui l'avaient abreuvée d'insultes et qui représentaient une menace physique pour ses enfants. La situation atteignit son point d'ébullition lorsque Véronique, perdant toute mesure, décida de confronter Hélène de manière frontale. La belle-mère fit irruption dans les prestigieux locaux de l'agence d'architecture, provoquant un esclandre monumental au milieu de l'open space. « Hélène, je t'en conjure », à genoux, braillait-elle, le visage inondé de larmes, sous le regard médusé des collaborateurs. « Arrête ce massacre. Céline et les petits vont finir à la rue. » Hélène sortit de son bureau et s'avança dans le hall de réception, le visage fermé. « Véronique, je vous intime l'ordre de quitter ce bâtiment sur le champ. Je ne bougerai pas d'ici, tant que tu n'auras pas juré de nous sortir de ce pétrin. » Sécurité, ordonna sèchement Hélène. 2 vigiles en costume sombre intervinrent instantanément, saisissant la vieille femme par les bras pour la raccompagner fermement vers la sortie. Véronique se débattait comme une furie, hurlant à plein poumon qu'elle était la victime d'une injustice monstrueuse et d'une cruauté indicible. Mais personne dans l'assistance ne prit sa défense. Les collègues d'Hélène connaissaient son intégrité professionnelle et sa rigueur morale. S'elle en était arrivée à de telles extrémités, c'est que les actes de cette femme hystérique dépassaient l'entendement. Quelques instants plus tard, M. Dupont, le directeur, passa une tête dans le bureau d'Hélène. Des complications d'ordre familial ? Mes ex-complications familiales, pour être exact. Souhaitez-vous un appui logistique ? Je vous remercie, mais j'ai la situation parfaitement sous contrôle. En cas de besoin, n'hésitez pas. Nous formons une équipe soudée, et nous ne laissons jamais tomber les nôtres. Cette marque de solidarité toucha profondément Hélène. À la différence de son mari, ses collègues comprenaient la valeur inestimable de la loyauté et du soutien indéfectible. De son côté, la situation de Céline sombrait dans le chaos le plus absolu. L'énorme amende fiscale planait au-dessus d'elle, menaçante. Privée de travail, lestée de 2 jeunes enfants, l'espoir de retrouver un logement décent relevait de la pure utopie. Elle se tourna vers les services sociaux, qui, engorgés par les demandes, l'inscrivirent sur une liste d'attente interminable. Son statut de mère isolée lui ouvrait droit à de maigres aides, mais celle-ci était largement insuffisante pour débloquer une solution de relogement d'urgence. Quant à Véronique, sa situation n'était guère plus reluisante. Démise de ses fonctions, survivant grâce à une modeste pension, elle jonglait péniblement pour joindre les 2 bouts. Et comme si cela ne suffisait pas, elle devait désormais assumer la charge quotidienne de sa fille et de ses 2 petits-enfants, entassés dans son minuscule studio. Témoin impuissant de la déchéance de sa famille, Julien endurait un supplice quotidien. Il tentait de glisser secrètement quelques billets à sa mère, mais sa maigre contribution ne suffisait pas à endiguer l'hémorragie financière. « Hélène, je t'en prie. N'y a-t-il vraiment aucun moyen de trouver un compromis » l'implora-t-il un soir, les traits tirés par la fatigue.
Il existe une voie de sortie. Ta mère doit rédiger une lettre d'excuse officielle pour avoir physiquement agressé mes enfants. Ce sera sa seule obligation. Et bien entendu, avec l'engagement formel de ne plus jamais remettre les pieds dans notre résidence secondaire. Et pour Céline? Tu pourrais faire un geste? Personne ne doit rien à Céline. Qu'elle assume seule les conséquences de ses propres actes. Julien mesura l'inflexibilité absolue de son épouse. La droiture morale d'Hélène, qu'il avait jadis tant admirée, prenait aujourd'hui des allures de tyrannie impitoyable. Il tenta une ultime médiation auprès de sa mère. « Maman, écoute-moi. Pourquoi ne pas t'excuser, tout simplement? Au moins pour préserver tes petits-enfants. » Plutôt mourir, s'étouffa Véronique. Je n'ai commis aucun crime. Mais enfin, tu as violemment bousculé Chloé. Bousculé? Mais je l'ai à peine effleurée. C'est cette petite garce qui a hurlé à la mort pour rameuter tout le voisinage. La belle-mère restait enfermée dans son déni abyssal. Dans sa version romancée de l'histoire, elle campait le rôle de la victime expiatoire, sacrifiée sur l'autel d'une belle-fille démoniaque. Un mois s'écoula. La situation demeurait bloquée. Plongées dans la précarité la plus totale, Véronique et Céline refusaient obstinément de ravaler leur fierté et de formuler la moindre excuse. Julien, écartelé entre les deux camps, sombrait chaque jour davantage dans la neurasthénie et le désespoir. Hélène, à l'inverse, irradiait de succès. Sa brillante démonstration de force pour défendre ses intérêts personnels avait forcé l'admiration de la direction de son entreprise, qu'il avait récompensée par une promotion fulgurante et une revalorisation salariale conséquente. Les enfants, eux aussi, respiraient le bonheur. Au chalet, ils profitaient du plein air, couraient à travers la forêt, et plongeaient dans l'eau cristalline de la piscine. Plus aucune voix acariâtre ne venait polluer leur innocence par des réprimandes infondées. Cependant, Hélène savait pertinemment que l'heure de vérité approchait concernant son couple. Son mariage s'effritait inéluctablement, et son mari s'éloignait d'elle à pas de géant. La crise atteignit son paroxysme lors d'une nuit d'octobre. Poussée dans ses derniers retranchements par la détresse financière, Céline commit l'irréparable. Profitant de l'absence de Julien, elle débarqua à la maison de campagne en pleine nuit, escalada le haut portail, et se laissa tomber lourdement sur la pelouse. Depuis la fenêtre de la cuisine où elle préparait le dîner, Hélène repéra l'intruse. Céline se tenait au centre du jardin, hurlant à plein poumon. « Hélène! Sors de là, tout de suite! On a des comptes à régler. » Hélène ouvrit avec flegme la baie vitrée de la véranda. « Céline, je te somme de quitter cette propriété à la seconde. » « Jamais de la vie. Tu as détruit mon existence, alors maintenant, c'est ton tour. » La jeune femme avait manifestement basculé dans la folie. Ce mois de privation et d'humiliation l'avait précipitée dans un véritable effondrement nerveux. « Tu as la vie facile, toi, hurlait-elle dans les ténèbres. Une grande baraque, un bon boulot, du fric à la pelle. Et moi, tu m'as tout pris. Je n'ai plus rien. Tu es la seule responsable du conflit que tu as toi-même déclenché. Moi? Mais tu nous as écrasés sans la moindre pitié. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on voulait passer un petit moment à la campagne? Elle s'approcha, menaçante, de la baie vitrée. Hélène remarqua alors qu'elle serrait une lourde pierre dans son poing. Tu sais quoi? Si je n'ai pas le droit de vivre ici, toi non plus. Céline leva le bras, prête à fracasser les immenses baies vitrées du salon. Hélène jaugea le péril en une fraction de seconde. Les enfants dormaient à l'étage, et le fracas du verre brisé menaçait de les terroriser. D'un bond athlétique, elle sauta de la terrasse et neutralisa le bras de Céline avec une prise fulgurante. Ces années de pratique sportive lui conféraient une puissance inattendue. Lâche ça. Jamais. Tu crois que tu me fais peur? La belle-sœur se débattit sauvagement, mais la poigne d'Hélène sur son poignet ne sciait pas. Céline, pars de ton plein gré, avant qu'il ne soit trop tard. Non. Je viendrai te pourrir la vie tous les jours. Je hurlerai à tout le quartier quel genre de monstre tu es.
Très bien, alors nous allons passer à la vitesse supérieure. D'une main ferme, Hélène sortit son téléphone et activa un raccourci d'urgence. Ici Hélène Dupont. J'ai besoin d'une intervention immédiate. Agression à domicile et menaces caractérisées de destruction de biens. Céline tenta désespérément de lui arracher l'appareil, mais Hélène esquiva la charge avec une agilité déconcertante. L'adresse est bien confirmée ? J'ai face à moi une femme dans un état d'hystérie totale, qui profère des menaces directes contre mes enfants. Cette dernière allégation était inexacte, mais Hélène savait qu'en cas d'urgence absolue, dramatiser la situation garantissait un déploiement policier prioritaire. 20 minutes plus tard, les gyrophares bleus des véhicules de gendarmerie illuminaient la cour du chalet. Céline fut embarquée sans ménagement pour être auditionnée, et Hélène déposa une plainte formelle pour tentative de dégradation de biens privés. Alerté de l'incident, Julien déboula en trombe, alors que la gendarmerie venait de lever le camp. « Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ?» Céline m'a laissé un message en hurlant, elle pleurait toutes les larmes de son corps. « Ta sœur a eu la brillante idée de tenter de fracasser nos baies vitrées à coups de pierre. » « C'est impossible. » « C'est la stricte vérité. Elle est en plein délire nerveux. » Julien s'effondra sur les marches de la véranda, enfouissant son visage dans ses mains. « Mon Dieu, Hélène, qu'avons-nous fait ? Ma famille est en train d'exploser. » Reformule ta question, qu'as-tu fait, toi ? Moi, je n'ai fait qu'assurer notre protection. Ne pourrions-nous pas, au moins, leur faire un virement pour les dépanner ? C'est non. Mais pourquoi es-tu aussi féroce ? Hélène s'assit posément à ses côtés. Julien, ce n'est pas de la férocité. C'est de la logique. Ta mère et ta sœur m'ont déclaré la guerre. Aujourd'hui, elles affrontent les conséquences de leurs actes. Mais elles n'avaient aucune mauvaise intention, au départ. Elles voulaient juste se reposer. C'est faux. Tout était planifié au millimètre près. L'inscription scolaire, les faux certificats, l'invitation des amis. Julien garda le silence, conscient que sa femme disait vrai. Ses proches avaient organisé une véritable annexion immobilière, et non une simple escapade improvisée. Et maintenant ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Murmura-t-il. Le choix t'appartient, Julien. Soit tu coupes définitivement les ponts avec elle, soit tu coupes les ponts avec moi. C'est un ultimatum insupportable, Hélène. C'est une nécessité de survie. Je refuse de vivre dans l'angoisse permanente de les voir débarquer pour squatter ma maison. Julien s'enfonça dans de douloureuses réflexions. Choisir entre sa mère et son épouse constituait pour lui un supplice insoutenable. Mais le temps s'écoulait, et son indécision chronique parlait d'elle-même. Épuisée par l'attente d'un sursaut de courage qui ne viendrait jamais, Hélène lança la procédure de divorce un mois plus tard. Il ne s'agissait nullement d'une vengeance calculée, mais d'un constat lucide, un mariage avec un homme aussi fuyant n'avait plus aucun avenir. Julien tomba des nues. « Hélène, je t'en supplie, ne fais pas ça. On peut tout reprendre à zéro. Il n'y a plus rien à sauver. Le diagnostic est sans appel. Et nos enfants ? Tu y as pensé, aux enfants ? Les enfants resteront avec moi, et grandiront dans un cadre basé sur l'ordre et le respect. » La procédure de divorce fut bouclée avec une discrétion et une célérité remarquables. Fière de son indépendance, Hélène ne sollicita aucune pension alimentaire. Ses revenus confortables couvraient largement les besoins de la famille. Julien se vit accorder un droit de visite classique, les week-ends. Cependant, fait marquant, Chloé et Arthur ne témoignaient d'aucun empressement à l'idée de revoir leur père. La mémoire enfantine est tenace, et ils n'avaient pas oublié l'image de cet homme lâche, incapable de faire rempart de son corps lorsque leur grand-mère s'en était prise à eux. À l'annonce du divorce, Véronique perçut l'événement comme un triomphe personnel. Enfin! Il s'est débarrassé de cette vipère, exultait-elle. Mais sa joie fut éphémère. Livré à lui-même, Julien plongea dans une sévère dépression.
Il comprit amèrement qu'il n'avait pas seulement perdu sa femme, mais l'intégralité de son équilibre de vie. Sans le soutien logistique et moral d'Hélène, son quotidien professionnel devenait insurmontable. Le soir, il retrouvait le vide angoissant de son appartement de célibataire. Et pour couronner le tout, sa mère et sa sœur, telles des sangsues, l'asséchaient financièrement, le réduisant au statut de banquier providentiel. 6 mois après la rupture, Julien tenta une percée désespérée pour raviver la flamme. « Hélène, j'ai médité sur mes erreurs. Je t'en prie, accorde-nous une seconde chance. » C'est peine perdue, Julien. La page est tournée. Mais pourquoi? J'ai changé, je te le jure. Tu n'as pas changé du tout. Tu es juste fatigué d'assumer les conséquences de ta propre lâcheté. Le jugement d'Hélène était d'une justesse implacable. Julien n'avait gagné ni en maturité, ni en envergure. Il aspirait simplement à retrouver le confort douillet d'une vie où quelqu'un d'autre gérait les problèmes à sa place. Mais je manque terriblement aux enfants. Les enfants ont besoin d'un père qui les défend, pas d'un homme qui autorise implicitement qu'on les brutalise. Julien multiplia les tentatives de rapprochement, en vain. Hélène, déterminée, avait retenu la leçon et ne comptait pas rééditer les erreurs du passé. De son côté, Véronique s'entêtait à maintenir son emprise étouffante sur son fils. Elle s'inventait des mots imaginaires, orchestrait des crises de larmes théâtrales, et le soumettait à un chantage affectif permanent. « Je suis ta mère, bon sang. Comment as-tu le cœur de m'abandonner ? » « Maman, je ne t'abandonne pas, j'essaie juste de construire ma propre vie. » « Ta propre vie ? Mais regarde-toi, tu es seule au monde, abandonnée de tous. Et tout ça à cause de cette. » Mais les lamentations maternelles glissaient désormais sur Julien comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Le séisme du divorce lui avait au moins enseigné le prix inestimable de la paix de l'esprit. Pendant ce temps, Céline se débattait désespérément pour refaire surface. Sa dette colossale envers le trésor public l'étouffait, et sans emploi stable, son horizon semblait bouché à jamais. Elle tenta de jeter son dévolu sur des partis financièrement cossus, espérant dénicher un preux chevalier prêt à éponger ses créances. Mais les prétendants, refroidis par le gouffre financier et la présence de 2 enfants à charge, prenaient systématiquement la fuite. Une année s'écoula, et sa situation devint cauchemardesque. Les fonds manquaient pour assurer la subsistance quotidienne. Les enfants, vêtus de hardes de friperie, souffraient de malnutrition et de problèmes de santé récurrents. Poussée par le désespoir absolu, Céline fit une ultime tentative auprès d'Hélène, ravalant sa fierté. « Hélène, je bats ma coulpe. J'ai eu tort sur toute la ligne. Mais par pitié, fais un geste pour mes enfants. Eux, ils n'y sont pour rien. » Hélène l'écouta sans ciller, avant de répondre d'une voix glaciale. « Adresse-toi aux services sociaux. » Mais il y a des années d'attente. Et c'est d'une aide d'urgence dont j'ai besoin. C'est ma vie qui est en jeu. Ce sont tes propres problèmes, Céline. Tu es l'unique artisane de ta descente aux enfers. Mais enfin, as-tu vu l'état de mes enfants? Es-tu totalement dépourvue de cœur? Le regard d'Hélène se fit tranchant comme une lame de rasoir. Te souviens-tu des paroles que tu as prononcées à l'égard de mes propres enfants, le tout premier jour? Tu les as traités de morveux, avant de les bousculer. C'était un moment d'égarement, sous le coup de la colère. Ma mémoire, en revanche, ne souffre d'aucun égarement. Et le pardon ne fait pas partie de mes options. Céline comprit alors que les jérémiades ne susciteraient aucune mansuétude. Hélène appliquait une tolérance zéro envers quiconque menaçait la sécurité de sa famille. Le temps s'écoula, emportant les blessures du passé. Hélène connut une ascension fulgurante, prenant la direction de l'intégralité du département d'architecture de son groupe. Chloé et Arthur s'épanouissaient à merveille, passant leurs étés insouciants à la campagne, et leurs hivers dans un superbe appartement en ville. Julien finit par convoler en secondes noces, avec une femme d'une patience angélique, prête à tolérer les ingérences permanentes de sa belle-mère. Mais ce nouveau mariage tourna court,
par son harcèlement continuel, Véronique eut au fait de précipiter la nouvelle mariée dans une grave dépression. Céline, écrasée par le poids de ses dettes, ne s'en releva jamais. Déclarée en faillite personnelle, elle dut affronter la douleur indicible de voir ses enfants provisoirement placés en foyer par les services de la protection de l'enfance. C'est dans ce gouffre de misère qu'elle mesura enfin les répercussions cataclysmiques de sa confrontation avec Hélène. Véronique acheva son existence dans la plus grande des solitudes. Les visites de son fils s'espaçaient de façon dramatique, ses petits-enfants ignoraient jusqu'à son existence, et sa propre fille lui vouait une rancune tenace, l'estimant responsable du naufrage de leur famille. Hélène, quant à elle, s'était bâti un monde sur mesure. 3 ans plus tard, elle épousa un confrère brillant, un homme porteur de véritables valeurs familiales, qui n'aurait jamais toléré la moindre intrusion de ses proches dans leur sphère privée. La maison de campagne demeurait leur refuge absolu. Les enfants y grandirent avec la conviction rassurante qu'ils y seraient toujours protégés et aimés de façon inconditionnelle. Parfois, lorsqu'elle croisait en voiture l'immeuble décrépit où Véronique finissait ses jours, Hélène apercevait la silhouette voûtée de son ex-belle-mère à la fenêtre. La vieille femme la foudroyait d'un regard venimeux, mais n'osait plus formuler la moindre provocation. Elle avait compris, à ses dépens, qu'il existe des êtres qu'il ne faut sous aucun prétexte défier, surtout s'ils sont déterminés à employer tous les moyens possibles pour défendre leur progéniture. Hélène n'éprouva jamais le moindre regret quant à ses choix drastiques. Elle avait prouvé à ses enfants que la justice n'était pas une chimère, et que la malveillance finissait invariablement par se payer au prix fort. Cette grande leçon d'intégrité lui avait certes coûté un mariage et d'interminables guerres de tranchées familiales. Mais l'essentiel était préservé, ses enfants grandissaient dans un havre de sécurité absolue, sachant que leur mère se dresserait éternellement comme un rempart infranchissable. Et cette assurance valait bien plus que tous les liens du sang ou les convenances hypocrites. 5 années passèrent. Chloé, alors au collège, rêvait de suivre les traces de sa mère et de devenir une grande architecte. Arthur, en classe de CE2, se passionnait pour la conception de maquettes sophistiquées. Un bel après-midi d'été, ils posèrent une question inattendue. « Dis, maman. Pourquoi on ne va plus jamais voir mamie Véro ?» Hélène prit une profonde inspiration, pesant soigneusement chaque mot. « Parce que, lorsque vous étiez tout petit, elle s'en est prise à vous. Et moi, je ne pardonne jamais à ceux qui osent faire du mal à mes enfants. Et si elle finissait par s'excuser, un jour ? On pourrait peut-être pardonner. » Mais les excuses ne furent jamais formulées. Véronique emporta son orgueil démesuré dans la tombe, sans jamais admettre que son entêtement stupide lui avait coûté la perte de sa famille. Sur les ruines de son ancienne vie, Hélène avait bâti un empire de sérénité. Elle avait démontré, à elle-même comme au reste du monde, qu'une femme pouvait allier force, principes inflexibles et justice implacable. Sa maison de campagne se dressait toujours, majestueuse et imprenable, comme un bastion où personne ne se risquerait à troubler la paix de ses enfants. Et dans tous les environs, la rumeur s'était muée en un commandement absolu. Avec Hélène, il valait mieux ne jamais chercher les ennuis.